C'est un peu de l'esprit du Quai Conti qui entre dans cette maison. Bonjour, Monsieur Rouart. Bonjour. Je sais que vous nous apportez toujours un peu de distance, d'élégance, d'intelligence, de méditation, de réflexion dans nos débats qui parfois, très bien. Dans nos débats, pourvu que ça continue, dans nos débats qui parfois sont loin de ceux de la coupole. D'autant que j'aime vous parler de l'Académie française parce que là, deux belles entrées. Éric Nehoff, journaliste du Figaro, de très grand talent, et Florian Zeller. L'Académie se modernise, se rajeunit avec Florian Zeller, s'ouvre enfin au talent. Vous trouvez qu'il devrait y avoir une limite d'âge? Parce qu'attention, ils sont jeunes, mais jeune n'est pas seulement une qualité. Hein, c'est très bien. Avec vous, mais Florian Zeller... Ce qu'il faut voir, c'est leur qualité, la qualité de ce qu'ils font. À la fois Éric Nehoff et Florian Zeller. Vous aviez voté pour eux, Florian Zeller et Éric Nehoff? Bien sûr. Bien sûr, moi, de toute façon, tous les gens qui sont rentrés, j'ai voté pour eux. Ah bon? Vous savez, c'est le centralisme démocratique à l'Académie, comme au Parti communiste. Bon. Et à partir du moment où quelqu'un rentre, on est pour. Bon, et alors quand est-ce limite d'âge pour les immortels quand même? Mais non, ça serait absurde, parce qu'il y a des gens... Moi, j'ai connu Lévi-Strauss à 100 ans... et qui était un homme absolument extraordinaire. Ça serait ridicule. Bien sûr, je pense que Lévi-Strauss, à 100 ans, il était plus clair que certains que je connaisse qui en ont 25. Ça, c'est sûr. Ça marche bien, Drôle de justice. On en a parlé ici. C'est une pièce que vous avez écrite, que vous avez produite, je crois, d'ailleurs, qui est... écrite. Et qui est au théâtre dans le... Théâtre de Passy. Théâtre de Passy, qui est un joli théâtre. On peut la voir régulièrement. C'est le jeudi. On va donner les dates. D'ailleurs, c'est le jeudi, vendredi et samedi, c'est ça? Et dimanche? Dimanche. Et mercredi. Avec Daniel Russo, et c'est une pièce sur la justice. Et Florence Darel. Exactement, qui est très réussie, qui est très drôle. C'est un vaudeville judiciaire. Exactement. C'est une pièce qui, à la fois, veut être amusante, parce que je crois que le théâtre, si on veut, les gens se déplacent le soir dans le froid, et presque dans la neige, il faut qu'ils aient quelque chose d'amusant, d'intéressant, mais en même temps, le vaudeville, ce qui lui manque quelquefois, c'est une certaine profondeur. C'est ce que j'ai essayé d'une façon très prétentieuse de faire. Voilà. Donc, dans la neige en Paris, ça arrive. C'était au temps des calèches. Mais là, manifestement, en ce moment, il fait plutôt Arrêtez doux. de me regardiser. Mais non, il fait un peu... Mais en revanche, en parlant de justice, quand vous voyez l'affaire Harry Habitant, quand vous voyez ces jeunes femmes entrer dans un spectacle pour l'interrompre, lorsque vous voyez aussi ce que ça a donné dans la presse, l'intervention de Brigitte Macron, qui ce matin a présenté ses regrets, quelle réflexion cela vous procure? Alors, je vais vous dire, ce que je trouve passionnant de toutes ces affaires, et j'essaie justement de ne pas trop les passionner, de réfléchir, c'est que c'est la France. C'est la France, mais vraiment. Et d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, c'est un terrain disons, de réflexion extraordinaire. La France, cette affaire, qui a l'air de rien, au fond, c'est tout le débat français d'opposition entre la légalité et la légitimité. C'est toute l'histoire de France. De la Révolution française, du départ du général de Gaulle à Londres, on a toujours l'opposition légalité, légitimité. Et là, c'est le cas, finalement, entre ces jeunes femmes qui interviennent, qui rentrent dans un théâtre. Vous trouvez que c'est légitime ce qu'elles font? Mais pour elles, c'est légitime. Non, mais attendez, le problème de la légitimité... alors, Harry Habitant, il est victime de cette légitimité. Non, je vous dis... J'aimerais pas que ça vous arrive. Hein. Je vous dis, mais non, mais... Je sais pas si vous diriez la même chose. J'essaie d'expliquer. Vous voulez à tout prix repassionner ce débat pour l'obscurcir. Moi, j'essaie de le clarifier pour essayer de le comprendre. Vous parlez de la Révolution française avec Harry Habitant. Non, mais c'est la même démarche. Oui. Vous êtes bien d'accord que la France s'est construite sur la légitimité de la Révolution française. Oui, Bah oui. On est parti loin. Et ensuite, on est arrivé à la légalité. On est parti loin. L'arrivée, le 18 Brumaire, c'est... Oui, mais vous leur donnez raison, alors vous dites que ces jeunes femmes, c'est légitime ce qu'elles font. Moi, je ne partage pas votre avis. Je n'ai pas raison. Bah si. Vous dites que c'est légitime. Mon pays, oui, évidemment, je ne suis même pas sûr qu'elle le pense. C'est relatif. Ah, bien sûr. Je ne suis même pas sûr qu'elle le pense. Je pense qu'elle utilise, c'est peut-être un prétexte. Mais bon. C'est le point de départ, en effet, d'exagération, mais quelquefois de choses positives. Bon. Parce que quelquefois, se heurter aux lois et se heurter au jugement,
ce qui est mon cas, puisque dans l'affaire Omar Haddad, j'ai été condamné à 100 000 € de dommages et intérêts, lourdement condamné et accessoirement viré de Figaro. Mais donc c'était légitime, c'était pas légal. J'étais contre un jugement de justice. Écoutez, vous êtes là avec nous et ça nous fait plaisir en tout cas pour évoquer toutes les actualités. On n'a pas écouté Annie Genevard. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, qui était ce matin sur Sud Radio et je vous propose de l'écouter. Il existe un vaccin efficace contre cette maladie et hier nous avons déployé le début d'une vaccination massive pour près de entre 600 000 et 1 million de bovins sur une large région avec un dispositif original que les Occitans m'ont demandé, c'est-à-dire qu'en plus de la zone où sévit la maladie, il y a une barrière sanitaire supplémentaire, un cordon sanitaire. Bon, est-ce que vous êtes convaincu, Charlotte Dornelas, Jacques Serret, par ce que dit Madame Genevard? Que moi je sois convaincue ou pas, je suis pas sûre que ça intéresse grand monde. Mais par contre, est-ce qu'elle a convaincu les éleveurs très directement? Eux, ils continuent à demander un abattage ciblé, ce que la France a déjà fait par le passé, notamment la Réunion. Donc c'était pas non plus inimaginable. Mais en effet, ce que l'Union européenne ne permet pas dans les normes aujourd'hui qu'elle édicte dans le traitement de la dermatose. Donc il y a une il y a une incompréhension qui est sur le terrain même où ces personnes discutent. Ils ne se rejoignent pas sur le terrain. Les éleveurs demandant une révision de la politique d'abattage et la ministre proposant beaucoup de choses, sauf une révision de la politique d'abattage. Jacques Serret? Non, j'ai l'impression que la ministre cherche une solution alternative, évite à tout prix le conflit, mais parce qu'ils le savent que cette semaine est compliquée et que si l'Italie, on en parlait tout à l'heure, ne soutient pas la France dans le fait de reporter le vote sur le Mercosur, eh bien on va tout droit ce samedi, c'est dans quelques jours, à un accord UE-Mercosur entériné au Brésil par Madame van der Leyen. Et là, je n'ose imaginer la réaction des agriculteurs à partir de ce week-end. Mais d'ailleurs, les mobilisations qu'on voit en ce moment étaient déjà prévues avant l'histoire de la dermatose. Hein. C'est en raison de cet accord du Mercosur qui pose une question quand même fondamentale par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le débat autour de l'Union européenne. C'est comment est-ce que la France désormais peut protéger ses intérêts au sein de l'Union européenne? Je note que certains pays le font. Hein. Ils se départissent des règles de l'Union européenne quand ça les intéresse. Nous ne le faisons jamais sur rien. C'est quand même ahurissant. Il faut noter aussi, Joseph Massescaron. Il faut noter aussi que le personnel politique qu'envoient les Italiens, les Hollandais, les Allemands, sont, pardon de le dire, d'une toute autre qualité que le personnel politique que nous envoyons à Bruxelles. Parce que ça, tout le monde le dit. Les Anglais le disent. Qui on envoie, nous, à Bruxelles? Qui est... Les énarques, mais c'est pas... Écoutez... Non, mais disons les noms, attendez. S'ils sont pas bons, ils sont pas bons. Séjourné, par exemple, M. Stéphane Séjourné, excusez-moi, sa nomination est baroque. D'accord. Elle est baroque. Oui. Voilà. Alors, au niveau des ministres, voilà, on est au niveau des conseillers sans doute. Oui, peut-être comme président, vice-président de commission. Peut-être Olivier de Lagarde, très vite. Parce expliquer pourquoi est-ce qu'on vient à cet abattage systématique. C'est qu'il y a 28 jours d'incubation. C'est-à-dire que pendant 28 jours, on ne sait pas si une bête est malade ou pas. Et c'est ce qui explique en fait le fait qu'il y ait cet abattage systématique. Vincent Hervouet. Il faut quand même parler de deux choses à la fois. Vincent Hervouet. Effectivement, la maladie et puis l'affaire du Mercosur. C'est deux choses différentes. L'affaire du Mercosur est importante parce que, si vous voulez, c'est à la fois l'orgueil et ça a été le grand projet aussi de la présidence Macron. C'était, si demain l'accord est signé par Mme van der Leyen, malgré les alertes répétées de la France, si la France est mise en minorité au Conseil, si elle n'arrive pas à bloquer cet accord, ce sera un désaveu absolument cinglant pour la présidente de la République qui n'a pas cessé d'expliquer qu'on aurait la minorité de blocage, qu'il se faisait fort d'avoir des alliés et qu'il est là dans tout le monde. Bon, j'ai une réponse. Il faut ajouter l'Ukraine. C'est terminé. À cela, bien sûr. Vincent aurait pu ajouter l'Ukraine, très justement. Oui, mais il ne l'a pas ajouté. Oui, mais d'accord, mais c'est un élément important. Je suis d'accord. Parce que la moitié des poulets que nous consommons, ce sont des poulets ukrainiens. Bon, j'ai une réponse. Oui, mais on n'en sort pas. Ah oui, c'est un ensemble. Non, mais on a compris. Je pense qu'on a compris. En revanche, j'ai une réponse. Sur quoi? À la question que vous posez. Ah oui, bien sûr. La Fondation des hôpitaux présidée par Mme Macron a répondu par communiqué détaillé sur son site internet le 4 décembre dernier. Depuis 20 ans, la Fondation des hôpitaux accompagne les adolescents en détresse. C'est dans son ADN. La Fondation a financé en France plus d'une centaine de structures qu'on appelle les maisons des adolescents, des lieux d'aide, d'accueil, d'orientation,
la plus emblématique étant la maison de Solène, spécialisée dans l'accompagnement des adolescents ayant des troubles du comportement alimentaire. Ces dernières années, les adolescents sont particulièrement fragilisés par le harcèlement à l'école et sur Internet, notamment depuis le Covid. La Fondation a donc décidé, comme c'est dans son ADN, d'aider la seule association nationale référente en ce domaine, e-Enfance, qui gère la plateforme 3018. Quel est le problème ? Parce que quel est le souci? Moi, je pense que là... Le signalement des contenus illicites en ligne, que gère donc cette association qui est présidée, je le répète, par une amie d'Emmanuel Macron, qui par ailleurs préside aussi un think tank macroniste, ok ? Le financement à hauteur de 2 millions d'euros au cours des années par la Fondation des Pièges jaunes à une organisation qui s'occupe de signalement en ligne, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'aide aux soignants, l'aide aux familles, l'aide aux enfants. Mais là, c'est la Fondation des hôpitaux qui est présidée par Mme Macron. C'est la Fondation des hôpitaux. La Fondation des hôpitaux présidée par Mme Macron a répondu. La Fondation des hôpitaux accompagne les adolescents. Mais pourquoi quel est le rapport entre ces deux choses différentes, les pièges jaunes et là c'est la Fondation des hôpitaux. Des pièges jaunes, mais oui, mais Madame, manifestement, c'était Madame. C'est ce que. La réponse de Mme Macron, c'est qu'elle parle de la Fondation des hôpitaux. C'est la Fondation des hôpitaux qui a financé. Je vous propose d'enquêter. Non, mais oui, mais je peux vous dire la même chose. Je vous propose vous aussi d'enquêter. Ah non, moi je vous ai dit... Vous citez le canard enchaîné, c'est un peu... Vous me parlez de pauvre conne, qui est vraiment un sujet que je trouve dérisoire. Je vous ai simplement répondu. Moi, j'aimerais avoir une réponse sur l'article du canard enchaîné. Mais je viens de vous la donner, mais c'est pas vraiment la réponse, non? Si, vous dites c'est la Fondation. Moi, c'est la réponse en tout cas qui est donnée. Vous pouvez me le répéter parce que j'ai pas dû comprendre alors. En fait, c'est la Fondation des hôpitaux qui a financé. Bon. C'est la réponse de Mme Macron en tout cas. D'accord. Mais enquêtons. Okay. Moi, manifestement... On va essayer de faire un peu de journalisme. Exactement. Emmanuel Macron à Marseille. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec Emmanuel Macron à Marseille? C'est simplement d'écouter ce qu'il a dit avant. Et d'écouter ce qu'il a dit avant et d'entendre ce qu'il a dit 3 ans ou 4 ans après. Que dites-vous? Non, dites-moi. Non, Poursuivez. Non, mais allez-y. Moi, c'est pas la mienne, hein, vous comprenez bien, c'est la réponse. Enquêtons. Oui. Mais nous allons, et je le dis aussi à Marine Lançon, si on peut avoir de nouveaux éléments contradictoires, voilà. Je vous les donnerai à l'instant. Donc, ce qui est intéressant donc, avec Emmanuel Macron, c'est d'écouter ce qu'il a dit. Et il a dit en 2021, tout ce qu'il a dit n'a pas marché. Alors, je ne veux pas lui lancer... C'est pas d'écouter ce qu'il a dit, c'est de savoir ce qu'il a fait. Mais oui, c'est de savoir ce qu'il a fait. Mais, parce que là, quand on regarde ce qu'il a fait... Par rapport à ce qu'il avait dit. Par rapport à ce qu'il avait dit. 17 fois, il s'est rendu à Marseille. 17 fois. Alors, écoutez la première chose qu'il disait en septembre 2021 sur le narcotrafic et comment combattre la drogue. L'État, depuis 4 ans, a mis les moyens, avec la création de l'Office anti-stupéfiants, le renfort de policiers, 2 compagnies de CRS qui ont permis d'augmenter de 60% le nombre d'interpellations de trafiquants depuis 1 an, quand les procédures pour usage de stupéfiants étaient quant à elles multipliées par 7. Alors oui, évidemment ça dérange, parce qu'on est en train de bouger les choses. Et on va continuer. Et donc c'est une véritable traque, une politique de harcèlement des trafics, qu'il nous faut conduire, ici, sur le terrain, au plus près, et jusqu'aux têtes de réseau à l'étranger. Parce que cela correspond aux besoins du territoire et à la nécessité de continuer à pilonner les quartiers qui, sinon, sont repris trop rapidement par les trafiquants. Parce que vivre tranquille est un droit. Et c'est aussi un droit pour les familles, les femmes et les hommes qui habitent les quartiers les plus en difficulté. Là, on est en 2021. Vivre tranquille, c'est toujours pas possible à Marseille, et c'est pas qu'à Marseille d'ailleurs. Là, on est en 2021. Maintenant, en juin 2023, écoutez ce que dit Emmanuel Macron. Le pilonnage des points de deal se fait. 70 d'ores et déjà ont été éradiqués, que la période reste très difficile et je sais à la fois l'inquiétude, l'insécurité, la souffrance qu'il y a encore dans trop de quartiers et que nous ne lâcherons rien. Et je remercie l'ensemble de celles et ceux qui s'y attellent chaque jour. Cette passion, cet esprit, comme il le dit, de jeunesse et de passion, c'est celui qui caractérise Marseille et la Méditerranée. Et c'est celui que nous devons savoir réembrasser pour ne céder à aucune fatalité
et rêver grand, penser grand, faire grand. Ce rêve, nous y avons droit parce que c'est déjà notre histoire. Propres règles, notamment. Je vous propose un troisième passage d'Emmanuel Macron et puis après on écoutera la réaction des Marseillais. Cette fois on est en 2024. Alors sans doute est-ce très dur d'attaquer les points de deal et les narcotrafiquants, mais manifestement les promesses ne sont pas tenues. Emmanuel Macron de nouveau. Nous sommes à la bataille. Et on n'a pas attendu d'ailleurs ces derniers mois et c'est pour ça que je ne saurais pour ma part céder à aucun discours de défaite. C'est toute la stratégie des dernières années qui a consisté à pilonner les points de deal, à réussir à reconquérir du terrain. Et dans plusieurs quartiers, on a aujourd'hui des points de deal qui ont fondu, qui se sont beaucoup réduits. Et vous l'avez vu ces derniers jours, l'année dernière, on a démantelé des réseaux qui étaient le cœur de la délinquance, de la criminalité marseillaise liée à la drogue. Ce qu'on a voulu faire, c'est ce que j'annonçais le 16 janvier dernier, c'est maintenant systématiser des opérations place nette où on concentre beaucoup de moyens pour avoir des résultats supplémentaires ou aller au bout de ce travail. Parce que justement, il n'y a pas de discours de défaite, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un discours de défaite. La nation a investi de manière inédite des moyens, des postes, une organisation, et c'est un fléau terrible, donc on n'y cédera rien. Bon, on ne cédera à rien, c'est toujours les mêmes mots, mais moi je vous propose d'écouter des Marseillais qui ont été interrogés et qui rapportent leur vie au quotidien. Écoutez. Ce que j'attends d'eux, j'attends rien du tout. Rien. Il faut rien entendre de lui. Il va venir, il va faire quoi? Il va venir, il va se faire une grillade, une bouillabaisse, il va faire la bise à tous ces politiciens là, de droite, de gauche et de milieu. C'est bon, on connaît que de la flûte. Ça fait 20 fois qu'il vient dans cette ville presque. Si j'abuse pas, hein. Mais je sais qu'il est venu plusieurs fois avec plusieurs ministres et au final ça a changé quoi. Il y a toujours autant de règlements de compte, de trafic. Ça ne changera rien, c'était pareil il y a 5 ans, c'était pareil il y a 10 ans, c'était pareil il y a 20 ans, c'était pareil il y a 30 ans. C'est exactement la même chose, on n'entend rien, il va venir, il va dire bonjour, il va serrer des mains, il va rigoler, il va faire des promesses et plus rien. Bon, on remarque que tous ces gens, évidemment, le journalisme aujourd'hui, c'est de filmer des pieds ou de filmer des torses, parce que les gens, et je les comprends d'ailleurs, ne veulent pas témoigner à visage découvert. Mais souvent, ils ont peur. C'est terrible la politique, Jacques Serret, parce que elle est face à un échec de résultat. C'est terrible d'ailleurs. C'est terrible pour nous tous collectivement, parce que la parole, au-delà d'Emmanuel Macron, est tellement abîmée. C'est-à-dire que nous ne céderons rien, nous serons... Les gens en ont tellement ras-le-bol d'entendre ça, moi le premier. On n'y croit plus. C'est-à-dire mais ça fait bien longtemps qu'on n'y croit plus. Et il y va encore. Ouais. Non, mais donc, que faire? Non, mais ce qui est terrible, et ça, c'est une réflexion aussi pour Jean-Marie Roire. Que faire? Ces dernières années, on a organisé les Jeux Olympiques. On a reconstruit Notre-Dame en 5 ans. C'était logique. Oui, mais ça, c'est facile. Ça a été fait. Et là, en l'occurrence, il y a eu ce de plan. Non, Notre-Dame par rapport au par rapport à ce plan Marseille en grand, on a dit, le chef de l'État en 2021 a décidé, donc il y a 4 ans, d'investir 5 milliards d'euros. Quand on voit aujourd'hui qu'il y en a seulement 62% de ces 5 milliards qui ont été décaissés et investis. Les permis de construire ne sortent pas. Ne sortent pas. Très concrètement, en fait, juste sur un exemple concret sur la création d'écoles à Marseille et dans sa région, ils avaient promis 188 écoles annoncées. En 4 ans, il y en a eu seulement 15 de livrés. Il y en a 86 en travaux. Le reste sont toujours à l'étude. Donc, que voulez-vous? En effet. Donc les gens, effectivement, n'y croient plus. Voilà. Et ça pose un problème pour nos démocraties quand les gens ne croient plus à la parole politique, Charlotte Dornelas. Oui, mais cette impuissance, elle est organisée. Là où il y a de l'espoir, c'est que c'est pas du tout une fatalité. Emmanuel Macron, là, quand on écoute la succession de ses discours, il y a quand même des choses pour écouter les professionnels, comme vous disiez, ceux qui savent, à savoir toute la chaîne pénale en ce qui concerne au moins le narcotrafic, pas la question de Marseille en grand de manière générale, mais le narcotrafic, il y a quelque chose qu'Emmanuel Macron lui-même avait dit. Il avait dit à l'époque à Éric Dupond-Moretti, qui était son garde des Sceaux, je vous donne 1 an pour simplifier la procédure pénale. Et alors depuis, je vous le donne en mille, elle s'est complexifiée. La dernière fois encore, c'était fin novembre, sur décision de l'Union européenne, qui a encore une fois complexifié les règles de la garde à vue cette fois-ci. Par exemple, je vous donne un exemple extrêmement concret. Aujourd'hui, quand vous arrivez en garde à vue, les enquêteurs ont l'obligation de vous faire appeler une personne. Jusqu'à maintenant, dans la loi française, c'était un ascendant ou un descendant ou une personne avec laquelle vous vivez pour prévenir que vous êtes en garde à vue. Eh bien, désormais, dans le texte, c'est prévenir au moins un tiers. Donc, n'importe qui, j'imagine,
Donc au moins, ça veut dire 2, 3, 4, 5 personnes. Donc certains, notamment dans le narcotrafic, avec le risque immense de corruption dont désormais tout le monde nous parle, eh bien, il y a cette décision qui est prise et qui est écrite dans le code pénal, retranscrite du droit européen. Donc évidemment, c'est un peu technique. Mais simplement, précisément, c'est là que le métier de toute la chaîne pénale, et j'insiste là-dessus, des enquêteurs jusqu'aux magistrats, est rendu absolument impossible. C'est dans toutes ces brèches que se jettent les narcotrafiquants avec certains de leurs avocats dénoncés par les magistrats, souvenez-vous, sous serment devant les sénateurs. Et là-dessus, personne ne bouge. Alors on cédera rien, mais dans les faits, c'est pire que ça. Jean-Marie Rouart, sans remonter jusqu'à Clovis, parce que je vous connais, souvent quand j'échange avec vous, vous relativisez toujours. Au fond, vous allez m'expliquer que tout ça, c'est pas grave, que la France a toujours reconnu des difficultés, qu'elle s'est toujours relevée, etc. Peut-être qu'un jour, elle va pas se relever, la France. Et peut-être qu'on vit un moment plus grave que les autres. Bien sûr. Mais je voudrais relever une chose, c'est une contradiction entre ce qu'a dit le général de Villiers, qui a dit qu'il faut nous préparer à la guerre, et ce qu'a dit son frère, Philippe de Villiers. Et Philippe de Villiers, d'ailleurs c'est sur cette chaîne, a dit quelque chose qui m'a paru très très intéressant. Il dit, avant de se préparer à la guerre, il faudrait résoudre nos propres problèmes. Cette impuissance dont vous parlez, généralisée, sur le narcotrafic, sur le Mercosur, sur l'ensemble des problèmes, c'est l'impuissance. Nous n'avons rien à résoudre. L'esprit public est catastrophique. C'est une sorte de guerre civile entre droite et gauche, c'est très effrayant. Donc, je trouve que Philippe de Villiers a raison. Il faut d'abord essayer, avant de préparer la guerre, il faut essayer de concrétiser la paix. Et nous ne sommes pas en paix. Nous sommes en guerre civile en France. Et c'est l'expression pour le narcotrafic, c'est éclatant. Mais il n'y a pas seulement cette question-là. Il y a un ensemble de problèmes devant lequel, vous avez raison, il y a un discours à la fois churchillien, un discours à la Clémenceau qui est ridicule, parce que nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, mais en réalité, on ne résout rien. Vous avez tout à fait raison. Et vous avez une solution ? Parce non, que la solution, c'est un vrai pouvoir. Mais non, la solution, elle est politique, puisqu'on voit bien qu'il n'y a qu'à regarder les débats de l'Assemblée nationale. Nous sommes dans l'impuissance. Nous avons recréé les conditions de l'impuissance avec la 4e République. Donc, on ne résoudra rien au niveau national, mais au niveau européen, c'est également la gabegie totale, puisqu'on ne résoudra rien avec l'Europe. À 27, on n'a jamais pu rien résoudre. Vous le savez très bien, sur aucun plan. Donc, vous l'avez évoqué avec les voitures thermiques, c'est un scandale, mais on pourrait multiplier les scandales européens. Bon, parce que ça ne pourra pas marcher. À 27, ça ne pourra pas marcher. Alors, imaginez une déclaration de guerre à 27, moi je veux bien, mais comment est-ce qu'on pourra s'entendre ? C'est pour ça que je trouve que le général de Villiers va un peu rapidement vers la guerre. Bon, nous on va rapidement vers Thomas Hill.